Bonsoir et bienvenue sur Vers 2020 sur Média France. Moi, Murat Yozgat et Mohamed Chavouch, nous sommes présents. Bonsoir les amis. Comme tous les lundis, donc nous avons plusieurs sujets à aborder. Nous allons tout de suite commencer par les Républicains. Donc il y a Alain Juppé qui annonce qu'il va prendre un recul pendant un an et il ne cotisera pas sa cotisation pour 2018. Je souligne. Il a bien raison, mon cher Moulad, Alain Juppé, avec sa décision. Vu sa stature politique, je pense qu'il a pris une sage décision en prenant du recul par rapport à ce qui se passe dans la famille politique, anciennement UMP, devenue les Républicains, et qui, nous l'avions déjà souligné ici, ont perdu énormément d'estime au niveau de la population. C'est effrité. Il y a un flirt permanent avec l'extrême droite de l'échiquier politique, c'est ce qu'il a précisé, qui dérange énormément l'électorat de droite traditionnel. Il y a énormément de citoyens qui ne s'y retrouvent pas. La nouvelle assemblée qui dirige ce parti, ce mouvement politique, a pris des décisions qui n'ont pas plu à l'ensemble de son électorat. Beaucoup de personnes ne s'y retrouvent plus. Alain Juppé, qui lui était, un des piliers de cette famille politique, qui était même, moi je dirais, la personne présidentiable. Si nous n'étions pas passés par les primaires dans cette famille politique, je pense qu'il avait des très grandes chances de pouvoir affronter le second tour. Ce personnage qui était aussi, n'oublions pas, un fidèle des fidèles de Jacques Chirac, donc qui vient un homme d'expérience, un homme d'expérience, d'un certain talent, d'une certaine stature politique, qui prend du recul. Et d'ailleurs, ce n'est pas le seul. Bien sûr, ils sont plusieurs. Ces dernières semaines, donc il y a eu pas mal de personnalités au sein du parti qui ont pris du recul par rapport à la présence de Wauquiez. Et je pense qu'ils attendent de voir. Donc en plus de ça, il y a eu aussi des nouvelles petites formations qui sont créées au sein de la droite, qui fait que les LR ne sont pas recomposés complètement sous la présence de Laurent Wauquiez. Donc c'est encore un signe d'effritement de ces partis traditionnels. Outre, comme tu peux le voir, au niveau du PS, au niveau du Front National, qui sont à la recherche non seulement de nouveaux locaux, de nouveaux bureaux, mais aussi d'un nouveau nom, d'une nouvelle appellation pour pouvoir rebondir sur l'échiquier politique en vue des prochaines élections. Ils songent même aussi à changer de nom au niveau du Parti Socialiste. Donc pour dire l'ampleur de la situation. Voilà, donc on n'y échappe pas, et je pense que de plus en plus de personnalités, de haut niveau, qui ont fait la politique de hier, qui ont fait la politique, ces dernières décennies, vont prendre du recul par rapport au niveau dirigeant de ces partis, des partis, traditionnels, qui étaient ancrés sur le paysage politique national. Mais au vu de leur orientation politique et aussi au vu des nouveaux dirigeants qui ont des idées beaucoup plus poreuses que ce qui n'était, suscite l'attention et l'inquiétude de par non seulement l'électorat, la population, mais aussi des anciens cadres très réputés de ces formations politiques. Alors, on parle de plusieurs partis politiques depuis un moment où il y a des gens qui partent, qui quittent leur parti, donc Parti Socialiste, actuellement les Républicains. Toutes ces petites formations, est-ce que ça va nous ramener ce qu'on se disait la semaine dernière, donc au sujet de l'Allemagne, des petites formations qui feront des coalitions entre eux pour faire les différentes élections? Est-ce qu'on est en train de partir vers ce cheminement? En France, les formations de coalition politiques en vue de former des gouvernements n'est pas trop la tradition, même si dans les gouvernements il y a eu
des personnalités appartenant à différentes formations politiques, mais ce n'était pas vraiment des coalitions au sens large du terme. C'était des personnalités appartenant à divers mouvements politiques qui étaient intégrés dans ce gouvernement. Comme l'UDI, LR. Voilà, c'est ça, mais c'était pas vraiment des formations de coalition avec des tractations, des jours, des nuits, des semaines d'échanges intenses. Non, ce n'est pas ça. C'était, voilà, on veut bien admettre que dans les gouvernements socialistes à l'époque, il y ait quelques ministres communistes, des Verts, tu vois, donc c'était plutôt dans cet esprit-là. Peut-être que nous pouvons aussi aller vers ce formatage politique de gouvernance avec tous les avantages et surtout les inconvénients que ça peut apporter à l'appareil d'État, parce que voilà, un gouvernement c'est un appareil d'État qui doit prendre des décisions rapides, qui doit prendre des décisions efficaces, qui doit pouvoir être attentif à l'attente des concitoyens et des problématiques, comment dire, du quotidien. Donc après, si tu as dans un même gouvernement de coalition des personnes qui sont diamétralement opposées de par leurs idéaux politiques, comment vont se prendre ces décisions que la population sera en attente de résoudre. Donc ça va donner un peu plus d'espoir aux petites formations qui vont entamer dans les prochains temps, donc 2019 et 2020. Espoir ou déception, on verra. Voilà. Deuxième sujet, le maire de Beaucaire, une manif devant la mairie, oui, qui a été réalisée par 2 mouvements politiques et les parents d'élèves. Alors avant toute chose, c'est un mouvement de contestation initié par les parents d'élèves qui ne comprenaient pas et étaient opposés à une décision politique d'un maire d'une commune de 16 000 habitants qui a pris subitement la décision de supprimer les... Donc un petit rappel, c'est le maire du parti Front National. Voilà, le maire frontiste du Front National qui a décidé de supprimer les repas de substitution des cantines scolaires de sa commune. Donc petite commune de 16 000 habitants, 16 000 âmes, mais qui a quand même toute son importance vu l'ampleur de la situation. Donc les organisations des parents d'élèves s'organisent, les parents manifestent leur mécontentement, et bien sûr ils demandent l'appui des formations politiques. Et ce qui est de tradition, que des structures associatives ou des formations politiques soutiennent tel ou tel mouvement citoyen ou des revendications des citoyens, des parents. Là, en l'occurrence, ce sont les enfants et les parents qui sont concernés, donc c'est une chose qui est tout à fait normale. Et que fait ce cher monsieur? Donc, il en remet une couche. Avec son courrier? Avec son courrier adressé à ses parents, à ses administrés surtout, parce que ce sont quand même les parents des enfants qui vivent dans cette commune, qui habitent Beaucaire. Et moi, ce qui m'a surtout fait délirer, c'est d'apprendre dans ce courrier le raccourci qui est fait entre les enfants, les parents, les formations politiques, mais surtout comme par hasard la Turquie, Erdogan, intégriste, islamiste, voilà, donc tout un pour dévier le sujet bien sûr, principal. Donc, venant d'un maire frontiste, cela ne me choque pas, mais c'est pour dire l'obsession et le délire, la paranoïa que certains politiques peuvent faire et peuvent faire subir, surtout à leur électorat, par rapport à la peur de l'autrui, par rapport à la peur d'un pays qui a plus de 3000 km, et par rapport aux dirigeants d'un pays qui a été démocratiquement élu au suffrage universel direct à plus de 52%. Donc j'ai du mal à comprendre l'état d'esprit de ces gens-là et là où ils veulent en venir, quoi. Voilà. Donc ils sont bien contents d'aller passer leurs vacances, ils sont bien contents de pouvoir acheter tout produit venant de la Turquie. On va dire, Front National n'est pas un parti comme les autres, hein. C'est plutôt familial, c'est la même famille qui gouverne de père en fille. Oui, bon, voilà. Voilà. Donc voilà, moi... Ils veulent peut-être le même concept un peu partout. Après, tu sais, moi j'espère que les habitants de Beaucaire
vont surtout prendre acte de cet événement et que prochainement, lors des prochaines échéances électorales municipales, j'espère qu'ils vont pouvoir s'organiser, j'espère qu'ils vont pouvoir être assez intelligents pour pouvoir barrer la route à ce type de candidature, augmenter la participation aux élections, voilà, et faire valoir leurs droits. Donc quelque part, moi je dis c'est un mal pour un bien, dans le sens où voilà, actuellement ils ont subi une décision politique purement politicienne de la part d'un maire frontiste qui s'en fout, comment dire, de ses administrés, mais qui agit en pur raisonnement politicien pour pouvoir assouvir les fantasmes de son électorat frontiste, de l'extrême droite et d'une certaine frange. Donc reste aux autres citoyens de cette petite commune à s'organiser, à être suffisamment, comment dire, soudés entre eux pour pouvoir, comment dire, contrer cette formation et dire que non, nous, Beaucaire ne va pas, comment dire, être le joujou du parti frontiste. Nous sommes là et nous allons, comment dire, avoir notre propre liste, être présents lors des prochaines échéances municipales. Un petit message peut-être aux électeurs. Et mettre une raclée exactement, aux jeunes, d'aller s'inscrire sur les listes d'électeurs et puis d'aller surtout voter. Mais bien sûr, ce jour-là, prendre une note, un rendez-vous dans votre agenda à ne pas rater et puis faire front à ce maire. Mais d'être acteur de leur cité. Voilà, 16 000 habitants, c'est une ville, voilà, une petite ville, hein, comme il y en a partout. Et ce qui est super dans une ville de 16 000 habitants, c'est que c'est une ville qui reste à dimension humaine, donc on n'est pas perdu dans différents quartiers, dans des grandes, comment dire, dans des grandes artères urbaines et tout. Donc 16 000 habitants, c'est 16 000 âmes que nous pouvons toucher facilement avec une équipe, avec une organisation bien montée. Et moi je pense que nos amis du parti Égalité et Justice pourront même soutenir une telle initiative. Moi je lance aussi un appel ici à... Ils ont soutenu, ils étaient pendant la manif. Shakir Tcholak, pourquoi ne pas organiser une liste là-bas citoyenne à Beaucaire pour pouvoir contrer ces individus-là. C'est l'occasion. Troisième sujet, à Nice. La mise en place du dispositif Reporti. Oui. Un nouveau dispositif qui permettra peut-être de jouer aux citoyens, aux flics, entre guillemets. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est? On va juste rappeler un peu à nos téléspectateurs ce dispositif Reporti. Alors en gros c'est quoi? Tout un citoyen, n'importe qui peut aller à la police municipale. Donc ça se passe avec la police municipale de la ville de Nice. Merci à monsieur Christian Estrosi. Donc vous allez solliciter la police municipale et vous leur demandez de pouvoir accéder au système Reporti. Ils vous installent une application sur votre smartphone et vous devenez des pseudo-policiers. Alors, le principe c'est quoi? Vous êtes dans la rue, vous êtes face à un événement, ça peut être un délit de fuite, ça peut être une voiture qui est mal stationnée, ça peut être une tentative de vol, d'effraction, de cambriolage, voilà. Tout délit par rapport à l'ordre public qui est punissable pourra être filmé grâce à ce dispositif, et l'image que vous allez filmer par le biais de votre smartphone va être automatiquement renvoyée sur les écrans de la police municipale. Et après, la police municipale interviendra ou pas sur les lieux du crime, entre guillemets. Donc, c'est un dispositif qui vient de commencer. D'autres pays l'ont testé ou sont en train de le tester aussi. Par contre, moi, ce qui me fait peur, dans ce dispositif, surtout dans une région comme Nice, qui est quand même, n'oublions pas, la première commune en France à être comment dire, équipée en vidéosurveillance. Donc c'est là où vous avez le plus grand nombre de caméras de vidéosurveillance en milieu urbain. Donc pour dire que en plus de ça, vous allez avoir, comment dire, des personnes qui vont jouer à la police. Le risque c'est quoi? Le risque c'est que des personnes mal intentionnées surtout vont
jouer aux policiers. Nous avons déjà eu des faits divers dans le sens où des personnes qui étaient simplement des vigiles dans des supermarchés ou dans des centres commerciaux, alors qu'ils n'ont pas le droit de port d'armes, s'armer de couteaux, de sabres, de machettes ou d'armes illégalement acquis, alors que leur fonction ne leur autorise pas ces équipements. Voilà. Le risque, c'est les personnes qui vont utiliser ce reparti, ne vont-ils pas jouer à la police? Après, où va la liberté, comment dire, de tout un chacun de pouvoir se mouvoir librement dans la ville? Comment est-ce que nous allons pouvoir définir si ce que filme l'individu est un délit ou pas? Voilà, donc il y a tout un périmètre qui n'est pas encore clair, qui est très flou sur ce dispositif qui a été, comment dire, lancé comme ça. Et je pense que les citoyens, surtout de Nice, ont droit d'attendre et d'avoir des explications de la part de la ville, du maire qui a mis en place ce dispositif. Moi je dis voilà, à prendre avec des pincettes, ça peut vite dériver. Voilà, bientôt ça va être quoi? Sur les routes, on va avoir des personnes qui vont nous filmer et dire voilà, celui-là il n'a pas mis son clignotant, celui-là il a fait un excès de vitesse, mais ils vont le prouver comment? Donc, alors n'importe qui peut être police, n'importe qui peut être dépositaire de l'autorité publique. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. L'autorité. On commence à sortir de la discipline de l'État avec bien sûr, donc, la police nationale, la police municipale. C'est à l'État de faire régner l'ordre par un fonctionnaire. Par un fonctionnaire. Et nous avons, comment dire, des institutions qui le font très bien. La police nationale, la police municipale, comme tu l'as dit, mais aussi la gendarmerie. Nous avons aussi des hommes et des femmes qui sont formés psychologiquement au niveau du métier également. Bien sûr, nous avons des fonctionnaires qui sont formés à ça, qui sont là pour ça. Et alors pourquoi nous ne devrions pas embaucher? C'est aussi, comment dire, une façon de lutter contre le chômage. Pourquoi nous n'allons pas, comment dire, embaucher des nouveaux fonctionnaires, que ce soit à la police municipale, à la police nationale ou à la gendarmerie, s'il y a besoin de pouvoir assurer la sécurité. Je comprends très bien la demande de la population pour pouvoir vivre en sécurité sereinement. Nous voulons tous vivre dans un climat de sécurité, mais c'est à l'État de mettre les moyens et les dispositions en place, et non aux citoyens lambda de pouvoir faire la police. Après, nous allons nous retrouver comme dans certaines contrées du Texas, avec des personnes qui vont être armées, qui vont jouer aux flics. Qui vont jouer aux flics. Alors d'un côté, on parlait des ghettos où il y a des caïds qui ont une maîtrise totale d'un territoire, en empêchant, les personnes qui ont l'autorité d'y accéder. D'un autre côté, ça va être pareil. Donc voilà, il faut absolument que cette autorité revienne à la police, à la gendarmerie et à l'armée. Exactement. Merci beaucoup, Mohamed. Alors, le recensement des migrants demandé par l'État aux structures d'accueil. Là, on est à peu près dans le même sujet. Donc, au lieu d'augmenter le nombre de fonctionnaires pour recenser, l'État demande aux structures d'accueil de recenser les migrants qui arrivent dans leur lieu d'accueil. Alors, nous sommes en France, un pays qui a des valeurs républicaines et qui a des valeurs moraux, dans le sens où nous devons accueillir toute personne qui a un besoin, qui fuit une guerre, une famine, une zone de détresse, qui est en danger dans son pays. Et nous avons une tradition républicaine qui est de les accueillir. Lorsque ces personnes-là traversent les frontières de notre pays, lorsque ces personnes-là intègrent le sol national, ils doivent être recensés. Mais avant leur recensement, il se peut que ces personnes-là soient accueillies dans l'urgence par des structures d'accueil, parce qu'ils ont faim, parce qu'ils ont froid, parce qu'ils sont dans des conditions déplorables, ils sont en attente de soins,
ils peuvent être accueillis par des structures de soins, des hôpitaux, voilà. Ils peuvent être accueillis. Et il faut que les premières nécessités soient correctement fournies à ces personnes-là. Sans poser de questions sur sa personne Sans ou poser des questions. son identité. Voilà, il y a une situation de première urgence, de crise sanitaire, auquel nous devons répondre. Ça, c'est la première condition. Après, bien sûr que nous devons recenser ces personnes-là. Bien sûr que ces personnes-là doivent être, comment dire, entre guillemets, fichées. Bien sûr que nous devons avoir une trace des soins, comment dire, des médicaments que ces personnes ont eu ou auxquels ils ont pu être confrontés. Mais le problème, c'est que ce n'est pas à ces structures sociaux, à ces structures médicaux, à ces structures d'accueil, d'hébergement d'urgence, de tenir cette liste ou de faire le recensement de la police. Le recensement qui est demandé par l'État, c'est un recensement purement policier, qui est à faire par les instances, par les services douaniers de l'État, et non par ces structures d'accueil. Chacun son métier, quoi. Chacun son métier. Et on ne peut pas, comment dire, forcer ce dispositif par le biais de circulaires et mettre ces structures devant le fait accompli. Voilà, ils sont dans l'embarras actuellement de leur mission. Leur mission n'est pas ça, leur mission n'est pas le flicage. Ces structures qui œuvrent depuis des décennies ou des siècles sur notre territoire, et heureusement qu'ils sont là d'ailleurs, parce que voilà, dans des moments difficiles, on était bien content de les avoir, et nous sommes, et je les salue aussi de par les actions qu'ils rendent. Nous avons des structures nationaux, comme Emmaüs, etc., mais aussi des structures beaucoup plus locales, comme ici à comme Strasbourg. Aziz. Bien sûr. On va saluer Aziz voilà, aussi. Hein. Oui, on salue aussi, on en profite pour saluer Aziz et ces maraudeurs-là qui font un travail formidable ici au plan local. Voilà, c'est pas à eux de fliquer les gens là, l'État dispose de structures et de dispositifs pour pouvoir faire ce travail-là, qu'ils le fassent correctement et qu'ils ne se dédouanent pas sur des structures associatives. Exactement. Alors, le lancement du média par un groupe proche de la France insoumise, on en a longuement parlé ensemble. Ça ressemble à notre média, France Média. Oui. Hein. Nous étions très critiqués au niveau du lancement de notre média. En voici un autre qui arrive. Donc on était plutôt l'exemplaire pour les autres en fait, mouvements. Tu vois, voilà, moi ce qui me fait plaisir, c'est que voilà, lorsque ici à la rédaction, on a pris cette décision de lancer cet outil il y a plus d'un an, lorsqu'on a pris cette décision de faire nos émissions quotidiennes. Bien sûr, nous avons fait face à beaucoup de critiques, à beaucoup de ricaillements, des questionnements de par les médias traditionnels, d'accord, qui nous classaient dans une certaine frange politique ou sociale ou communautaire de la population. Et là, qu'est-ce qu'on apprend? Des proches de Mélenchon, des proches de la France insoumise, montent un organe de presse qui s'appelle Le Média, qui fait le même travail, et en plus qui se vante d'appartenir à une certaine pensée politique. Alors, super, mais sauf que ça, lorsque nous avions, comment dire, clamé cette liberté d'appartenance à une certaine communauté, à une certaine pensée politique, à un certain milieu associatif, pourquoi on nous regardait d'un œil malveillant, avec des soupçons, avec des craintes, et surtout ces gens-là qui sont proches de l'extrême gauche, hein.
Mais bien sûr, c'est Ouais, l'extrême gauche. il vaut mieux C'est le- l'extrême gauche. Oui, oui, bien Les sûr. critiques mais- que nous mais avons bien eues, sûr. c'était Ce plutôt sont- l'extrême gauche. Hein. C'est l'extrême gauche. C'est quoi? Ce sont les. Ce sont comment dire, les partenaires des PKK en France. Ce sont ceux qui prônent le PYD. Ce sont ceux qui vont soutenir, comment dire, les guérillas urbaines. Voilà. Donc, ce sont des personnes, comment dire, qui n'ont, comment dire, pas que des idées, des idées et des idéaux, comment dire, saines. Voilà. Et lorsque ces personnalités-là mettent en place un média, voilà, ils ont toute la bienveillance, ils ont toute la gratitude, tout le respect, tout le, comment dire, tout le tralala de la presse traditionnelle, le tapis rouge. Ah oui, c'est un lancement, c'est super, mais qu'il est beau, qu'il est formidable. Mais voilà, mais sauf que nous, ça fait 1 an qu'on fait ce travail. Voilà. Et en plus, on fait ça avec les moyens du bord, dans le sens où voilà, on fait ça Avec un tout petit budget. avec un tout petit budget. On fait ça de façon, comment dire, purement associative, purement Bénévolement. bénévolement. Et nous n'avons pas de mécènes, parce que quand tu regardes leur structure, quand tu regardes Les budgets, leur hein. dotation, leur budget, voilà, c'est pas un travail associatif. Tu vois bien que derrière il y a des fonds. Plus de 1 million d'euros qui ont été déjà récoltés. Voilà. Le média attendait 2 millions d'euros pour cette année. Ah, c'est un budget qu'on peut même pas rêver, nous. Hein. Mais oui, non mais. Hein, nous, on parle de 5 000, 6 000 euros Mais voilà, de mais- budget Donc, pour annuel. dire, moi, je leur souhaite bon vent, moi je leur souhaite bonne chance dans leur travail. Mais moi, j'aimerais juste souligner le fait que, voilà, Média France TV, Média Turc TV, ce sont des organes de presse qui sont atypiques, qui répondent à une certaine attente, à un certain besoin de la population, de la communauté. Nous sommes là pour informer, nous sommes là pour mettre le doigt là où ça fait mal, nous sommes là pour avertir, nous sommes là pour, comment dire, Pour être la éveiller. voix des gens qui sont complètement mis de côté. Bien sûr, nous sommes là pour mettre le doigt là où ça fait mal et nous sommes là pour lancer des alertes. Donc, nous sommes loin des médias traditionnels. Voilà, c'est ce qui fait notre force, c'est ce qui fait notre raison d'être. Et moi, j'espère que voilà, j'espère, comment dire, avoir beaucoup plus de retentissement. Je veux pas dire que c'est dans l'air du temps, mais c'est une demande. C'est-à-dire, on peut pas être on peut pas être dans le monde journalistique, dans le monde médiatique et avoir une seule pensée bien pensante. C'est pas l'AFP avec ses dépêches qui fait le jour et la nuit. C'est pas l'AFP ou Reuters qui doit faire la pluie et le beau temps. Tu vois, donc il faut que nous soyons beaucoup plus terre à terre avec le quotidien des gens, avec ce que vivent nos concitoyens au jour le jour, tout au long de l'année. Et c'est pas les dépêches, comment dire, des structures, des grosses structures médiatiques qui doivent nous influencer. Et dans les médias, il n'y a pas une pensée unique. Tout journaliste, contrairement à ce qu'ils veulent nous faire comprendre, tous les journalistes que nous côtoyons, ils prônent tous une indépendance, une transparence. Voilà. Pourtant, nous avons des journaux, des Oui, médias qui sont voilà. proches plutôt de la droite. Il y en a d'autres Mais qui bien sont sûr, proches de la gauche. mais ils ont même tous s'ils leur- n'ont pas leur couleur complètement Voilà. nette. Hein. Ils ont tous leur port d'attache. Exactement. Donc c'est très bien. Maintenant, nous avons un média qui l'affirme, qui le dit haut et fort, qui veulent, comment dire, faire du journalisme autrement. Bah, c'est super. Donc Je pense que les citoyens remarquent que les grands médias, hein, donc que ce soit au niveau télévisuel ou presse écrite, en parlant des grands médias, hein, ils ne sont plus objectifs sur les sujets. Donc les gens, ils ont besoin de s'affirmer, de s'informer vraiment plus proche et puis plus proche de leurs idées aussi. mais bien sûr. Après, tu sais, maintenant. Et en plus, je termine juste, les jeunes, ils s'informent depuis les réseaux sociaux. mais C'est ce qu'on s'est dit au Oui, départ de Média France. On s'est dit, ben, les jeunes, ils ont leur outil d'information dans les poches, donc il faudra utiliser ces réseaux Bien sociaux. Et donc, nous avions pris une très bonne décision à Bien cette sûr, époque-là. et- La preuve, aujourd'hui, tout le monde commencera à
se décalaient vers les réseaux sociaux. Mais écoute, les réseaux sociaux, ça, voilà, c'est super dans le sens où nous pouvons véhiculer des informations très fortes, très pertinentes, très ciblées, vers un public bien défini. Nous avons la chance d'avoir des jeunes qui sont très réactifs, très réceptifs aussi par rapport à ces médias-là. Donc, les personnes ne veulent plus avoir une seule source d'information. Le 20h des années 70, des années 80, qui était la référence de l'information de la journée, n'est plus cette référence, même si elle est regardée, le 20h télévisuel, comment dire, des chaînes traditionnelles, n'est plus que ce qu'elle représentait à l'époque. Actuellement, les personnes ont besoin d'avoir un autre regard, une autre vision de l'information. Moi, je me rappelle, en 84, lorsque Canal+, comment dire, avait fait son lancement, voilà, c'était aussi un boom, une révolution dans le paysage audiovisuel. Canal+ avait apporté ce nouveau regard dans l'information, contrairement aux chaînes traditionnelles. Donc voilà, là aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec des web TV comme nous sommes, nous, Média France TV et Mediaturk TV, nous avons, comment dire, cette force de frappe, ce nouveau regard, ce regard qui est beaucoup plus pertinent, qui va cibler la problématique de nos concitoyens et de notre, comment dire, de notre auditoria, pardon. Exactement. Voilà, donc nous avons déjà passé plus de 30 minutes avec vous. Voilà, nous avions 5 sujets et puis donc le temps passe vite. Merci à vous tous de nous avoir suivis et donc on va donner rendez-vous à lundi prochain à la même heure. Merci pour toi. Merci à toi, Moulay aussi. J'aimerais juste faire un petit rappel dans vos agendas. Donc, pour ceux qui sont de Strasbourg et des environs, notez bien dans vos agendas donc la date du 4 février, où nous avons notre ami Nabil Enasri qui sera sur Strasbourg pour une formation en collaboration avec COGEP International et Abyssinie. Donc une formation destinée aux jeunes et aux moins jeunes. Donc n'hésitez pas à prendre attache sur les réseaux sociaux et de vous inscrire pour la participation à la formation de Nabil Enasri. À très bientôt, je vous souhaite une très bonne soirée et à la semaine prochaine. Bonne soirée, au revoir.